Le jour où on lui a rendu son badge, personne dans le bureau ne s'est levé. Elle a signé 3 formulaires, récupéré un sac en plastique avec ses effets personnels et poussé la porte sans se retourner. Dehors, sur le parking de la base, une chienne couleur de sable l'attendait assise contre le pneu avant d'un fourgon. Elle s'est mise debout dès qu'elle l'a vue, et elles sont parties ensemble, sans que l'une ou l'autre ait besoin de savoir où. On lui avait laissé en tout 840 euros, un vieux Kangoo avec 200 000 kilomètres, et un hectare de pente raide dans les Alpes que même les chèvres avaient abandonné. Un terrain pour les fous, avait dit le notaire en glissant l'acte sur la table. Elle a construit dessus une maison que tout un village a trouvé ridicule. Des pilotis en béton, des murs étanches, des réserves pour 30 personnes. Ils l'appelaient la folle aux échasses et riaient en buvant leur pastis sur la terrasse d'en face. Mais sa chienne, elle, ne riait pas. Elle regardait la rivière. Chaque matin, chaque soir, le museau tourné vers l'eau, les oreilles dressées, comme si elle entendait quelque chose que personne d'autre ne voulait écouter. Et la nuit où la montagne a lâché tout ce qu'elle retenait, la seule porte encore ouverte dans la vallée était celle de la femme qu'on avait moquée. Si vous savez ce que c'est que de construire quelque chose pendant que tout le monde vous regarde de travers, cette histoire est la vôtre. Restez jusqu'au bout, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, est-ce qu'un jour un animal a compris avant vous ce que personne ne voulait voir? Le village de Saint-Véran s'étirait le long de la Durance comme un chat endormi au soleil. Une rue principale, une église dont le clocher sonnait toujours avec 3 secondes de retard, un pont de pierre que personne ne songeait à élargir parce que personne n'était jamais pressé de le traverser. Les maisons se serraient les unes contre les autres. Leurs façades crépi ocre et volets bleus tournaient vers la rivière, comme pour la surveiller du coin de l'œil. Mais personne ne la surveillait vraiment. La Durance faisait partie du décor au même titre que les montagnes. Elle était là, elle avait toujours été là, et les gens de Saint-Véran avaient depuis longtemps cessé de la regarder. Le matin, le village s'éveillait au bruit du rideau métallique de la boulangerie d'Agnès Duval. Puis venait l'odeur du pain, portée par le courant d'air qui descendait de la montagne. Les premiers clients arrivaient à pied, en pantoufles parfois, et repartaient avec une baguette sous le bras et un mot aimable coincé entre les lèvres. À 9 heures, Gérard Fabre ouvrait la terrasse de son café Le Refuge, disposait les chaises en arc de cercle face à la place du village et posait sur le comptoir la même cafetière cabossée qu'il utilisait depuis 22 ans. La vie à Saint-Véran avait cette régularité lente et rassurante que seuls les villages de montagne savent offrir. Les saisons changeaient, les visages restaient. C'est Gérard qui l'avait remarqué en premier. Ou plutôt, c'est lui qui en avait parlé en premier. Ce qui, dans un village, revient exactement au même. Un matin d'octobre, en essuyant ses tasses, il avait levé les yeux vers la colline qui dominait le village au sud, et il avait vu une silhouette. Une femme, seule, qui plantait des piquets dans la terre à coups de masse. À côté d'elle, un chien couleur de sable se tenait immobile, le museau tourné vers la vallée. Elle s'appelait Héloïse Marchand. Elle avait acheté le terrain 3 semaines plus tôt, un hectare de pente raide couvert de genêts que personne n'avait voulu depuis 40 ans. Les gens du village ne savaient presque rien d'elle. La quarantaine, les cheveux courts, un visage mince qui ne souriait pas facilement. Elle parlait peu et ne s'attardait jamais au café. Quand elle descendait au village pour acheter du ciment ou des planches, elle chargeait son vieux Renault Kangoo, payait sans négocier et repartait sans un mot de plus que nécessaire. Au bout de quelques semaines, la structure commença à prendre forme sur la colline, et c'est là que les rires commencèrent. Ce n'était pas une maison normale. De gros piliers de béton, 8 au total, s'enfoncèrent dans le sol et soulevèrent le plancher à près de 3 mètres du terrain. La construction ressemblait à une cabane montée sur des échasses, suspendue au-dessus de la pente comme si elle refusait de toucher la terre. Les murs n'étaient pas encore posés que déjà Gérard avait trouvé le surnom. La folle au pilotis, dit-il un après-midi en posant les cafés sur la table de la terrasse. 3 hommes attablés levaient les yeux vers la colline. Le bruit des coups de marteau descendait jusqu'à eux, régulier, obstiné. Un des hommes secoua la tête. Elle construit quoi exactement? Une maison ou un ponton?
Gérard sourit. Peut-être qu'elle attend la mère. La table éclata de rire. Le rire se propagea à la table voisine, puis à l'intérieur du café, et en l'espace d'une semaine, le surnom avait fait le tour du village. Agnès Duval ne riait pas. Elle ne disait rien non plus, ce qui dans un village est une forme de courage. Un jeudi matin, elle monta la colline avec un sac en papier contenant 2 pains aux noix encore chauds. Elle trouva Héloïse à genoux près d'un des piliers, en train de vérifier un niveau à bulles posé sur une traverse. La chienne leva la tête, renifla l'air et se recoucha sans un son. Agnès posa le sac sur une caisse retournée. Je me suis dit que vous n'aviez peut-être pas le temps de descendre. Héloïse la regarda un instant, surprise, puis hocha la tête. Merci. Agnès resta quelques minutes. Elle observa les piliers, les fixations en acier inoxydable, les canaux creusés dans la pente pour dévier l'eau de ruissellement. Tout était précis, calculé. Ce n'était pas le travail d'une folle. C'était le travail de quelqu'un qui avait appris à construire dans des endroits où les erreurs coûtèrent des vies. Agnès ne posa aucune question. Elle redescendit par le sentier en se disant que cette femme savait exactement ce qu'elle faisait, même si personne au village ne voulait le voir. Ce soir-là, Héloïse s'assit sur la terrasse inachevée de sa maison. Les dernières lueurs du jour glissèrent sur les crêtes, et la Durance en contrebas brillait comme un fil d'étain posé dans l'herbe. Brume vint s'allonger contre sa jambe, le museau orienté vers la rivière. Le silence de la montagne les enveloppait. Héloïse posa sa main sur la tête de la chienne et regarda l'eau un long moment. Puis elle murmura, si bas que seule Brume pouvait l'entendre. Elle monte, tu sais, chaque année un peu plus, et personne ici ne regarde. La nuit tomba sur la colline comme une main posée sur une bouche. Le silence n'était pas vraiment un silence. Le vent faisait craquer les bâches tendues sur la charpente inachevée. La rivière murmurait en contrebas, et quelque part dans la forêt, un oiseau de nuit lançait son cri à intervalles réguliers. Mais pour Héloïse, le vrai bruit venait de l'intérieur. Le rêve commençait toujours de la même façon. Une chaleur écrasante, l'odeur du sable mêlée au carburant, la lumière blanche du Sahel qui brûlait les couleurs. Elle était dans le bâtiment de Gao, un ancien entrepôt transformé en poste médical avancé. 3 blessés sur des brancards, un caporal avec un éclat dans la cuisse, une femme civile qui serrait un enfant contre elle, et un troisième qu'elle ne voyait jamais clairement dans le rêve, juste une forme allongée sous un drap taché. Elle était en train de poser une perfusion quand le sol avait tremblé. Le premier craquement était venu du plafond, un son sec comme un os qui casse. Elle avait levé les yeux et vu la fissure courir le long de la dalle de béton, rapide, vivante, comme un serpent de poussière. Puis tout était tombé. Dans le rêve, la chute durait plus longtemps que dans la réalité. Les blocs de béton descendaient lentement, tournèrent dans l'air saturé de poussière. Elle avait le temps de voir chaque détail. La perfusion arrachée, le brancard renversé, la femme qui couvrait l'enfant de son corps. Et puis le noir, le poids, l'impossibilité de respirer, la poussière dans la gorge, épaisse comme du sable mouillé, et les voix de plus en plus lointaines qui criaient son nom. Brume la réveilla comme elle le faisait chaque fois. 2 pattes sur la poitrine, fermes mais pas brutales, le poids précis du corps de la chienne qui la plaquait contre le matelas, comme pour lui dire « tu es ici, pas là-bas ». La langue chaude passa sur sa joue, son front, le coin de son œil. Un gémissement bas, patient, répété. Héloïse ouvrit les yeux. Le plafond de la chambre provisoire, des planches brutes posées sur des solives. Pas du béton, pas du sable, du bois. Elle inspira lentement, 1 fois, 2 fois, jusqu'à ce que ses mains cessent de trembler. Puis elle posa les doigts sur le crâne de Brume et la chienne se coucha contre elle, le museau pressé dans le creux de son cou. Elles restèrent ainsi sans bouger pendant plusieurs minutes. C'était leur rituel, un langage sans mots que personne d'autre n'aurait compris. Le matin arriva comme une récompense. La lumière entra par la fenêtre étroite et toucha le sol en béton de la pièce qui servait à la fois de chambre, de cuisine et de bureau. Héloïse se leva à 6 heures, comme chaque jour. Elle fit chauffer du café sur un réchaud à gaz,
but la première tasse debout devant la fenêtre, en regardant la brume matinale descendre des crêtes. Puis elle enfila ses chaussures de chantier et sortit. Sa routine ne variait jamais. Inspection du terrain d'abord. Le tour des piliers pour vérifier qu'aucun affaissement ne s'était produit pendant la nuit. Contrôle des canaux de drainage. Lecture du niveau d'eau sur le piquet gradué qu'elle avait planté au bord de la Durance. Ensuite, 30 minutes d'exercice physique sur la terrasse. Traction sur la poutre de la charpente. Pompe dans l'herbe humide. Son corps avait gardé la mémoire de la discipline militaire, même si l'armée ne voulait plus d'elle. Après, elle ouvrait le classeur posé sur la table de travail. Un épais dossier de relevé hydrologique, téléchargé sur le site de Météo France et imprimé à la médiathèque du bourg voisin. Courbe de débit, historique de précipitation, carte des glaciers. Elle annotait chaque page au crayon, traçait des lignes, comparait les chiffres avec ceux de l'année précédente. Brume dormait à ses pieds pendant qu'elle travaillait. L'armée l'avait recraché 2 ans plus tôt. Le mot officiel était radiation pour manquement à la discipline. Le mot vrai était désobéissance. En mission au Mali, un commandant avait refusé d'évacuer des civils blessés lors d'un repli, arguant que le convoi n'avait pas la capacité. Héloïse avait chargé 3 blessés dans son propre véhicule sanitaire sans attendre l'ordre. Le commandant avait perdu la face. Elle avait perdu sa carrière. Pas de médaille, pas de lettre de remerciement. Juste un dossier disciplinaire et une porte qui se ferme. Elle n'en parlait jamais. Brume était la seule à connaître cette histoire parce que Brume était la seule qui ne demandait pas d'explication. En fin de matinée, Héloïse descendit au village. Elle avait besoin de vis inox et d'un rouleau de grillage pour renforcer le soubassement. Le quincaillier de Saint-Véran était un comptoir poussiéreux, coincé entre la boulangerie d'Agnès et le bureau de poste. Elle y trouva ce qu'il lui fallait, paya et ressortit en portant le matériel sous le bras. C'est sur la place qu'elle croisa Gérard. Il était adossé à la porte de son café, un torchon sur l'épaule, le sourire de celui qui prépare un mot depuis 10 minutes. Il la regarda charger le kangou et lança d'une voix assez forte pour que les 2 tables en terrasse l'entendent. « Dites, marchand. » Héloïse se retourna. « Vous construisez un radeau ou une maison là-haut. Parce que si c'est le déluge que vous attendez, je peux vous prêter un parapluie. » Quelques rires montèrent des tables. Héloïse le regarda sans expression. Son visage ne bougea pas, ni colère ni amusement, juste le calme plat de quelqu'un qui a entendu des choses bien pires. Elle monta dans le kangou, démarra et remonta la colline sans répondre. Gérard secoua la tête en souriant. « Pas commode, la dame !» Dans le rétroviseur, Héloïse vit le village rapetissé. Brume était assise sur le siège passager, le regard droit devant. « Le déluge !» murmura Héloïse entre ses dents. Il ne sait même pas à quel point il a raison. En novembre, la maison commença à ressembler à quelque chose. Pas à une maison normale, ça non, mais à quelque chose de cohérent dont la logique se révélait lentement, comme un mot qu'on déchiffre lettre par lettre. 8 piliers de béton armé coulés un par un dans des coffrages qu'Héloïse avait fabriqués elle-même, s'enfonçaient à 2 mètres dans le sol rocheux de la colline. Ils soulevèrent le plancher à près de 3 mètres au-dessus du terrain, créant un espace ouvert en dessous, un vide que le vent traversait librement. Les piliers étaient reliés entre eux par des traverses en acier boulonné, formant un squelette rigide, capable de résister à une pression latérale considérable. Héloïse avait calculé chaque section, chaque fixation. Rien n'était approximatif. L'étage inférieur restait volontairement ouvert. Pas de mur, pas de cloison, juste les piliers et le vide entre eux. Le sol en dessous avait été creusé en pente douce vers l'aval, avec 2 canaux de drainage recouverts de gravier qui dirigeaient l'eau de ruissellement loin de la structure. Si la rivière montait, l'eau passerait sous la maison sans la toucher. C'était le principe, simple en théorie, patient et minutieux dans l'exécution. Sous le plancher, arrimé aux traverses par des sangles d'escalade, une barque en aluminium pendait à l'envers comme une chauve-souris endormie. L'étage supérieur était le contraire exact du vide d'en bas. Compact, hermétique, isolé. Les murs étaient doublés de panneaux sandwich, le toit recouvert de bacs acier, vissés tous les 30 cm.
Les fenêtres étaient étroites et équipées de volets intérieurs verrouillables. À l'intérieur, la pièce principale servait à tout. Le long du mur ouest, des étagères en métal portaient des jerrycans d'eau, des conserves, des couvertures de survie, une trousse médicale complète. Une citerne de 1000 litres était installée sous l'avant-toit, alimentée par la gouttière. Dans un coin, un poêle à bois reliait son conduit à un chapeau pare-vent en inox. Yann Lefebvre monta la colline un samedi matin. Il avait 26 ans, les mains déjà marquées par le travail, et cette curiosité directe des gens qui comprennent les choses en les regardant. Il s'était installé à Saint-Véran 6 mois plus tôt pour reprendre le cabinet d'électricité du vieux Perrin, parti à la retraite. Le village l'avait adopté rapidement parce qu'il dépannait vite et ne facturait pas cher. Il trouva Héloïse sous la maison en train de vérifier les sangles de la barque. Brume se leva et vint renifler ses chaussures, sans hostilité. « Bonjour, dit Yann. Je voulais voir comment c'était fait. » Héloïse le regarda depuis le dessous de la structure, à genoux dans la terre, une clé à molette à la main. Elle ne répondit pas tout de suite. Voir quoi exactement? Les pilotis. J'ai jamais vu quelqu'un construire comme ça ici. Elle se releva, s'essuya les mains sur son pantalon et le dévisagea un instant. Puis elle désigna le pilier le plus proche. Béton C35, ferraillage en treillis soudé, ancrage dans la roche à 2,20 m. Yann s'accroupit pour examiner la base. Il siffla doucement. « C'est du travail de génie civil, ça. » Héloïse haussa les épaules. « C'est du travail tout court. » Il resta une vingtaine de minutes. Elle répondit à ses questions avec une économie de mots qui n'était pas de l'impolitesse mais une habitude, celle de quelqu'un qui avait passé des années dans un monde où l'on dit l'essentiel et rien d'autre. Quand il redescendit, il avait compris 2 choses. La première, que cette construction était pensée pour résister à une force bien précise. La deuxième, que la femme qui l'avait conçue n'avait pas appris ça dans un magazine. Le soir même, au refuge, Gérard servit l'anecdote avec les demi de bière. Le petit Lefebvre est monté voir la folle au pilotis ce matin. Paraît qu'il était resté bouche bée devant ses poteaux en béton. Rires autour du comptoir. Un homme au fond de la salle lança même le gamin de la ville trouve ça bizarre, c'est dire. Gérard essuya un verre en souriant. Moi je vous le dis, cette femme a un grain. On ne construit pas une maison en l'air quand on a les pieds sur terre. Personne ne contredit. Personne ne défendit Héloïse non plus. Le sujet était commode, léger, et dans un village où il ne se passe pas grand-chose, une originale sur une colline vaut tous les feuilletons. Agnès monta le lendemain en fin d'après-midi. Elle portait une tarte aux pommes dans un torchon et ses chaussures de marche qui n'avaient pas vu un sentier depuis 2 ans. Héloïse était assise sur la terrasse, un classeur ouvert sur les genoux. Brume leva la tête, reconnut l'odeur de la boulangère et reposa le museau sur ses pattes. Agnès s'assit à côté d'elle sans attendre d'invitation. Elles mangèrent une part de tarte en silence. Puis Agnès parla. « Pourquoi les pilotis, Héloïse ?» Ce n'était pas une moquerie. C'était une vraie question, posée avec la gravité de quelqu'un qui veut comprendre. Héloïse la regarda longuement. Puis elle ouvrit le classeur et le posa entre elles. Des graphiques, des courbes de débit de la Durance sur 20 ans, des photos satellites du glacier d'Arsine en amont. Sur les clichés, la différence entre les images de 2015 et celles de l'année en cours était visible à l'œil nu. Le lac proglaciaire avait doublé de surface. La moraine qui le retenait s'était amincie. Héloïse posa le doigt sur la courbe de débit printanier. Chaque année, le pic est plus haut et plus précoce. Le glacier fond plus vite, le lac grossit. La moraine ne tiendra pas éternellement. Quand elle cédera, toute cette eau descendra dans la vallée d'un coup. Agnès regarda les chiffres, puis la rivière en contrebas, puis Héloïse. « Et le village étant plein dans le passage, murmura-t-elle. Héloïse hocha la tête. Agnès resta silencieuse un long moment. Le vent du soir faisait bruisser les genêts autour de la maison. Finalement, elle demanda d'une voix un peu changée. « Tu en as parlé au maire ?» Héloïse referma le classeur.
Il m'a dit que la Durance n'avait jamais débordé de mémoire d'homme. Agnès baissa les yeux. Elle reprit le plat à tarte, se leva et redescendit lentement vers le village. À mi-chemin, elle se retourna vers la maison sur ses piliers. Dans la lumière déclinante, la structure ressemblait à un animal dressé sur ses pattes, prêt à bondir ou à résister. Agnès serra le plat contre sa poitrine et continua sa descente sans savoir quoi faire de ce qu'elle venait d'entendre. Le printemps arriva avec 3 semaines d'avance. Fin mars, les crocus perçurent déjà la terre le long des sentiers et les pâturages d'altitude avaient perdu leur couverture blanche bien avant que les anciens ne l'aient prévu. Les gens de Saint-Véran accueillirent la douceur avec le plaisir simple de ceux qui en ont assez de l'hiver. On ouvrit les fenêtres plus tôt, on sortit les chaises sur les terrasses, et Gérard installa son store à rayures au-dessus du café dès la première semaine d'avril, en annonçant que la saison serait belle. La Durance monta un peu. Rien d'alarmant. Chaque printemps, le niveau grimpait avec la fonte. C'était dans l'ordre des choses. L'eau léchait les pierres du vieux pont, et les gamins du village lancèrent des bâtons dans le courant, pour les regarder filer vers l'aval. C'est normal en avril, disait-on. Et on passait à autre chose. Héloïse ne passait pas à autre chose. Chaque matin, elle descendait à son piquet gradué au bord de la rivière et notait le niveau dans un carnet. Les chiffres montaient plus vite que les années précédentes. Mais c'était surtout la couleur de l'eau qui l'inquiétait. La Durance, d'ordinaire claire et verte au printemps, avait pris une teinte laiteuse, chargée de sédiments fins. Ce limon gris venait de haut, très haut, de là où le glacier mordait la roche. Il signifiait que la fonte ne se faisait pas en surface seulement. Quelque chose travaillait en profondeur. Un dimanche, elle monta jusqu'au verrou glaciaire en amont de la vallée. 4 heures de marche avec brume sur un sentier que la neige résiduelle rendait glissant. Elle atteignit le belvédère vers midi, et ce qu'elle vit lui serra le ventre. Le lac proglaciaire s'était encore élargi depuis l'automne. L'eau turquoise brillait au soleil comme un œil ouvert dans la montagne. Et la moraine, ce rempart naturel de roches et de débris que le glacier avait poussé devant lui pendant des siècles, présentait 2 fissures nouvelles. 2 lignes sombres qui couraient sur toute la largeur du barrage naturel. Héloïse photographia tout, mesura ce qu'elle pouvait mesurer et redescendit avec le sentiment qu'on donne des nouvelles à quelqu'un qui ne veut pas les entendre. Le maire l'a reçu le mardi suivant. Son bureau sentait le bois ciré et le radiateur électrique. C'était un homme affable, élu depuis 12 ans, qui connaissait chaque famille du village par son prénom. Il écouta Héloïse avec cette politesse attentive que les élus réservent aux administrés dont ils n'ont pas l'intention de suivre les recommandations. Il regarda les photos, hocha la tête et dit qu'il transmettrait au service de restauration des terrains en montagne. Puis il sourit. « Vous savez, Madame Marchand, la Durance n'a jamais débordé ici. Mon père ne l'a jamais vu déborder. Mon grand-père non plus. Les moraines bougent depuis la nuit des temps. Ça ne veut pas dire qu'elles vont céder demain. » Héloïse rangea ses photos sans répondre. En sortant de la mairie, elle croisa le regard d'Agnès derrière la vitrine de la boulangerie. Agnès leva les sourcils en question, muette. Héloïse secoua légèrement la tête et continua vers le Kangoo. Le soir, sur la colline, elle s'assit sur la terrasse avec une tasse de thé qui refroidit sans qu'elle y touche. Brume se coucha à côté d'elle, le flanc chaud contre sa cuisse. Héloïse posa la main sur le dos de la chienne et resta longtemps sans parler. La vallée s'assombrissait. Les lumières du village s'allumaient une à une en contrebas comme des bougies posées sur une table. « Tu sais ce qui est le plus dur ?» dit-elle à voix basse. « Ce n'est pas qu'ils ne me croient pas, c'est qu'ils ne veulent même pas regarder. » Brume tourna la tête et posa le museau sur le genou d'Héloïse. Ses yeux ambrés reflétèrent la dernière lumière du jour. Héloïse lui gratta l'oreille. « Toi au moins tu regardes. » Elles restèrent là jusqu'à ce que le ciel vire au noir et que la rivière en contrebas ne soit plus qu'un son, un murmure continu dans l'obscurité. Le lendemain, Héloïse descendit pour leur promenade habituelle le long de la berge. Brume trottait devant elle sur le chemin comme chaque jour, le nez au ras du sol, la queue en mouvement. Mais quand le sentier déboucha sur la rive, la chienne s'arrêta net,
Héloïse fit 2 pas de plus avant de se retourner. Brume se tenait immobile, les pattes plantées dans la terre, le corps légèrement en retrait. « Allez, viens, dit Héloïse. La chienne ne bougea pas. Ses oreilles restèrent couchées en arrière et un grondement sourd montait de sa gorge, pas dirigé vers un animal ou un humain, dirigé vers la rivière. Héloïse regarda l'eau. Elle coulait vite, plus vite que la veille, et sa surface portait de petits tourbillons bruns qu'elle n'avait jamais vus à cet endroit. Elle se tourna vers Brume. La chienne recula d'un pas, puis d'un autre, sans quitter l'eau des yeux. Héloïse sentit un frisson remonter le long de ses bras. Elle n'insista pas. Elles remontèrent la colline en silence et cette nuit-là, Héloïse ne dormit presque pas. Brume non plus. Ce vendredi soir, Gérard avait sorti les guirlandes. Pas pour une occasion particulière, simplement parce que le temps était doux et que les gens avaient envie de rester dehors. Il avait accroché une guirlande d'ampoules entre le platane de la place et l'auvent du café, branché une vieille enceinte sur le rebord de la fenêtre et mis un disque de Brassens qui tournait en boucle depuis 1 heure. La terrasse du refuge était pleine. Les hommes buvaient du pastis, les femmes du rosé, et les enfants couraient entre les tables en se disputant les dernières olives. L'air sentait le thym et la pierre chaude. C'était une de ces soirées où un village cesse d'être un lieu et devient un être vivant, une créature faite de voix et de rires et de vers qui tintent. Madeleine Rochat était assise à la table du coin, celle qui est collée au mur de l'église et que personne ne lui disputait jamais, parce qu'elle s'y installait depuis plus longtemps que la plupart des clients n'étaient en vie. Elle avait 82 ans, un dos qui ne se redressait plus complètement, et des yeux d'un bleu si pâle qu'on aurait dit de l'eau de source. Sur ses genoux, sa petite fille Léonie mangeait un morceau de pain avec la concentration absolue des enfants de 6 ans. Léonie avait les cheveux de sa mère, noirs et épais, noués en 2 tresses inégales que Madeleine avait faites le matin même avec des doigts qui ne nouaient plus aussi bien qu'avant. La petite portait un gilet tricoté trop grand pour elle, celui que Madeleine avait fait pour sa fille 30 ans plus tôt et qui avait survécu à 3 générations de coudes et de taches de confiture. « Mamie, pourquoi la rivière elle fait du bruit la nuit ?» Madeleine sourit. « Parce qu'elle chante, ma biche. Elle chante pour s'endormir. » Léonie réfléchit. « Et si elle chante trop fort, ça veut dire qu'elle n'est pas fatiguée. » Madeleine rit doucement et serra la petite contre elle. Gérard passa avec une carafe et remplit le verre de Madeleine sans qu'elles aient à le demander. La soirée continuait, légère, insouciante. Yann arriva vers 21 heures. Il avait travaillé tard sur un chantier à l'entrée du village et ses mains portaient encore des traces de gaine électrique. Il s'accouda au comptoir et commanda un demi. Gérard le servit en sifflotant. Yann but une gorgée, puis parla à voix basse. « Dis, Gérard, t'as regardé la rivière aujourd'hui ?» Gérard haussa les épaules. « Quoi, la rivière? Elle est haute. Plus que d'habitude pour la saison. » Gérard essuya le comptoir avec son torchon. « C'est le printemps, petit. La neige fond, l'eau monte. Ça fait ça tous les ans. » « Non mais là, c'est différent, elle a une couleur bizarre, comme du lait sale. » Gérard le regarda avec un demi-sourire. « Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. On a déjà la dame au pilotis qui nous annonce la fin du monde tous les matins. » Yann ouvrit la bouche pour répondre, hésita et la referma. Il finit sa bière en silence et rentra chez lui à pied. En traversant le pont, il s'arrêta et regarda l'eau. La Durance passait sous les arches avec une force sourde qu'il n'avait jamais entendue jusque-là. Il posa la main sur la rambarde de pierre. Elle vibrait. Sur la colline, la soirée avait un autre visage. Héloïse travaillait à la lampe frontale. Elle ouvrit chaque jerrycan pour vérifier les niveaux, compta les conserves, contrôla la trousse médicale. Elle descendit sous la maison et tira sur les sangles de la barque une par une, ajustant les tensions. Puis elle inspecta les canaux de drainage avec une lampe torche, dégagea une branche qui obstruait la grille d'entrée et remonta. Elle vérifia le poêle, la réserve de bois, les volets intérieurs. Chaque geste avait la précision mécanique de quelqu'un qui a fait ce genre d'inventaire des centaines de fois, dans des endroits où l'oubli d'un détail pouvait coûter une vie.
Brume la suivait de pièce en pièce, attentive, silencieuse. Héloïse se coucha vers 23 heures. La fatigue l'emporta vite. En bas, dans la vallée, les dernières lumières du refuge s'éteignirent. Gérard ferma la porte du café, Madeleine porta Léonie endormie jusqu'à leur maison près du pont, et le village tout entier glissa dans le sommeil avec la confiance tranquille de ceux qui croient que demain ressemblera à aujourd'hui. À 2 heures du matin, Brume se redressa d'un coup. La chienne se leva du pied du lit et se planta au milieu de la pièce. Les oreilles dressées, le corps tendu comme un arc. Héloïse ne se réveilla pas tout de suite. Brume gémit une fois, puis une deuxième, plus fort. Héloïse ouvrit les yeux dans le noir. Qu'est-ce qu'il y a? La chienne ne bougeait pas. Ses oreilles étaient orientées vers l'est, vers la vallée, vers l'amont. Héloïse se redressa sur un coude et tendit l'oreille. Au début, rien. Le silence de la montagne, dense et habituel. Et puis, en dessous du silence, quelque chose. Un son qu'elle sentit dans la poitrine avant de l'entendre avec les oreilles. Un grondement bas, continu, qui remontait le long de la rivière comme le roulement d'un train très lointain. Brume gronda à son tour, les babines retroussées, les yeux fixés sur la fenêtre noire. Héloïse posa les pieds sur le sol froid. Son cœur battait calmement, mais ses mains cherchaient déjà la lampe frontale. Le grondement dura moins d'1 minute avant que tout ne bascule. Quelque part là-haut, à 12 kilomètres en amont, la moraine avait cédé. Pas d'un coup, pas comme un mur qui s'écroule, mais comme une couture qui lâche, un point après l'autre, jusqu'à ce que la masse entière se défasse. Le lac proglaciaire libéra des centaines de milliers de mètres cubes d'eau glacée dans un couloir de roches des 2 pentes. La vague n'avait pas de forme. Ce n'était pas un mur d'eau comme on en voit dans les films. C'était un gonflement, une montée brutale, une rivière qui se souvenait soudain qu'elle avait été un torrent et qui reprenait toute la place qu'on lui avait volée. L'eau atteignit Saint-Véran à 2h23. Elle arriva par le lit de la Durance d'abord, débordant les berges en quelques secondes, puis par les rues, les jardins, les seuils des portes. Le niveau monta d'1 demi-mètre en moins de 5 minutes. L'eau était noire, froide, chargée de boue et de branches, et elle avançait avec une indifférence totale pour ce qui se trouvait sur son passage. Les voitures garées le long de la rue principale furent soulevées, puis poussées de côté comme des jouets. Le courant arracha la barrière du jardin public et emporta les tables de la terrasse du refuge une par une dans l'obscurité. L'électricité mourut en premier. Un claquement sec, un arc bleu sur le transformateur au bout de la rue, et le village entier s'éteignit. Le noir tomba comme un couvercle. Il ne restait plus que le bruit. L'eau qui cognait les façades, les objets qui se fracassaient dans le courant et les voix. Les voix montèrent presque en même temps dans tout le village. Des cris d'abord confus puis plus distincts. Des noms lancés dans la nuit. Des portes qu'on tentait d'ouvrir contre la pression de l'eau. Un homme au bout de la rue principale sortit par une fenêtre du premier étage et grimpa sur son toit en appelant sa femme restée à l'intérieur. 2 maisons plus loin, une famille réveillée par le fracas de l'eau entrant par la porte d'entrée se réfugia dans l'escalier avec un bébé dans les bras. Le froid de l'eau était un choc à lui seul. Ceux qui mirent les pieds de dedans eurent le souffle coupé instantanément. Gérard Fabre était resté dormir dans l'arrière-salle du refuge, comme il le faisait parfois les soirs de fermeture tardive. Il fut réveillé par le bruit de verre qui explose. La vitrine du café venait de céder sous la pression de l'eau. Le courant entra dans la salle comme un animal. En quelques secondes, l'eau lui arriva aux cuisses. Il trébucha contre le comptoir, se rattrapa et sentit le froid remonter le long de son corps avec une brutalité qui lui coupa la respiration. Il chercha la porte de derrière à tâtons dans le noir. L'eau montait toujours. Elle lui atteignait la taille quand il parvint à grimper sur le comptoir. Il resta là, debout sur le zinc où il avait servi des milliers de cafés, les pieds dans 20 centimètres d'eau sale, et pour la première fois de sa vie, Gérard Fabre n'eut rien à dire. Dans la maison près du pont, Madeleine se réveilla au bruit de l'eau qui entrait par le rez-de-chaussée. Elle comprit avant de voir. Le son était impossible à confondre avec quoi que ce soit d'autre.
Elle se leva, les jambes raides, et alla chercher Léonie dans la chambre voisine. La petite dormait encore, roulée en boule dans le gilet tricoté trop grand. Madeleine la souleva avec une force que son corps n'aurait pas dû avoir et monta les marches une par une. L'escalier tremblait sous ses pieds. En bas, l'eau avait déjà rempli le couloir et commençait à lécher la première marche. Madeleine atteignit le palier du premier étage et poussa la porte de la chambre. Elle posa Léonie sur le lit, ferma la porte et s'assit à côté d'elle en la serrant contre sa poitrine. L'eau continuait à monter. Elle l'entendait gargouiller sous la porte comme un animal qui cherche à entrer. « Mamie !» dit Léonie d'une voix encore ensommeillée. « Pourquoi il y a du bruit ?» Madeleine lui caressa les cheveux. « C'est rien, ma biche. C'est la rivière qui chante trop fort. » Sur la colline, Héloïse était déjà debout. Elle avait enfilé ses bottes et sa veste en moins de 30 secondes. Le réflexe du corps qui avait appris à se préparer dans le noir. Elle sortit sur la terrasse et regarda la vallée. Ce qu'elle vit lui noua l'estomac. Les lumières du village n'existaient maintenant plus. Il n'y avait que le noir, et dans ce noir, le son de l'eau partout. Un son massif, sourd, vivant. Puis un éclair de lune perça les nuages et pendant 2 secondes, elle vit. La rue principale avait disparu. À sa place, une étendue sombre et mouvante reflétait le ciel. Le pont de pierre émergeait à peine. Des formes flottaient dans le courant, des objets, du bois, des choses qu'elle ne voulait pas identifier. Héloïse posa les mains sur la rambarde. Ses jointures blanchirent. « La moraine » murmura-t-elle. Brume se tenait à côté d'elle, le poil hérissé, les yeux fixés sur le village noyé. Du fond de la vallée, les cris montaient jusqu'à elle, portés par l'air humide de la nuit. Héloïse ferma les yeux une seconde. Quand elle les rouvrit, son visage avait changé. Ce n'était plus le visage de la femme solitaire sur la colline. C'était le visage du caporal médecin qui avait chargé 3 blessés dans son véhicule sans attendre l'ordre. Elle rentra dans la maison, décrocha la lampe frontale du clou, attrapa la corde levée près de la porte et redescendit vers la barque. Yann arriva le premier. Héloïse entendit sa voix avant de le voir, un cri rauque qui montait de la pente en contrebas, à moitié couvert par le grondement de l'eau. Elle braqua la lampe frontale vers le bas de la colline, et le faisceau accrocha une silhouette trempée qui grimpait à 4 pattes dans la boue. Il était en t-shirt et pantalon, pieds nus, les vêtements collés au corps. Il avait nagé. Depuis le village jusqu'au pied de la colline, dans le noir, dans un courant chargé de débris, il avait nagé. Quand il atteignit le replat où Héloïse se tenait, il tomba à genoux et vomit de l'eau pendant 10 secondes. Puis il leva la tête. « La moraine a lâché », dit-il entre 2 respirations. « Tout le bas du village est sous l'eau. Il y a des gens sur les toits. » Héloïse ne posa aucune question inutile. « Combien? Je sais pas. Beaucoup, partout. » Elle se retourna vers la barque qu'elle avait déjà décrochée des sangles et posée au bord de la pente. Une barque en aluminium de 3,50 m, légère à fond plat. Elle y jeta 2 cordes, la trousse médicale et une lampe torche étanche. « Tu sais ramer » demanda-t-elle. Yann hocha la tête. « Alors on y va. » Ils descendirent à la colline avec la barque sur les épaules. La pente était raide et la boue rendait chaque pas incertain. Brume courait devant eux, trouvant les appuis sûrs dans l'obscurité. Quand ils atteignirent la limite de l'eau, Héloïse s'arrêta un instant pour évaluer le courant. Il était fort, mais pas infranchissable. La crue avait atteint son pic et commençait à se stabiliser. L'eau montait encore, mais lentement maintenant. Ils mirent la barque à l'eau. Héloïse monta à l'avant avec la lampe, Yann à l'arrière avec les rames. Brume resta sur la colline, debout dans la boue, les oreilles dressées, le regard fixé sur eux. Le premier convoi ramena 5 personnes. 2 couples de retraités et un homme seul que Yann avait trouvé agrippé à une gouttière de la rue des Érables. Ils étaient trempés, glacés, incapables de parler. Héloïse les guida jusqu'à la maison sur pilotis, les fit monter par l'escalier extérieur et les installa dans la pièce principale où le poêle brûlait déjà. Elle leur donna des couvertures et de l'eau chaude, puis redescendit immédiatement.
le deuxième voyage, puis le troisième. À chaque aller-retour, la barque rapportait des gens. Certains avaient ainsi marché dans l'eau jusqu'à la colline en suivant le faisceau de la lampe frontale d'Héloïse, qui balayait la vallée comme un phare. D'autres avaient attendu sur les toits que la barque vienne les chercher. Héloïse ne parlait presque pas. Elle donnait des instructions brèves et précises. Tenez la corde, ne lâchez pas, avancez un par un. Sa voix avait le calme de quelqu'un qui a dirigé des évacuations dans des conditions bien pires. Au quatrième voyage, ils trouvèrent Gérard. Il était toujours debout sur le comptoir du refuge, l'eau jusqu'aux genoux maintenant que le niveau avait encore monté à l'intérieur. La porte vitrée avait disparu et le courant traversait le café de part en part. Quand le faisceau de la lampe toucha son visage, Héloïse vit un homme qu'elle ne reconnut pas. Le Gérard de la terrasse, le Gérard des blagues et du pastis et de la voix qui portait, avait disparu. Celui qui se tenait sur le zinc était silencieux, les mâchoires serrées, le corps parcouru de tremblements que le froid n'expliquait pas entièrement. Yann entra dans le café par la fenêtre brisée, pataugeant jusqu'à la taille. « Gérard. »« Viens, donne-moi ta main. » Gérard le regarda comme s'il ne comprenait pas la langue. Puis il saisit la main de Yann et se laissa guider jusqu'à la barque sans un mot. Pendant tout le trajet vers la colline, il ne dit rien. Il regardait son café s'éloigner dans le noir, la bouche entr'ouverte, les yeux vides. Il ramenait un cinquième groupe quand le cri traversa la nuit. Un cri de femme aigu, déchirant, qui venait de la maison près du pont. Héloïse tourna la lampe dans cette direction. Au premier étage, dans l'encadrement de la fenêtre ouverte, Madeleine se tenait penchée au-dessus du vide. Sa silhouette se découpait dans le noir. Elle criait un seul mot, encore et encore. « Léonie, Léonie. » Héloïse rapprocha la barque. « Madeleine, où est la petite ?» La vieille femme tourna la tête vers la lumière. Son visage était déformé par une terreur qu'Héloïse n'avait vue que sur les champs de bataille. « Elle est tombée !» hurla Madeleine. Elle était à la fenêtre, elle regardait l'eau et elle a glissé. Je n'ai pas pu la retenir. Elle est tombée. Héloïse balaya le courant avec la lampe. L'eau noire défilait sous la barque, rapide, chargée de branches et de débris. Aucune trace de l'enfant. Le courant l'avait emporté vers l'aval, vers le pont, vers les rochers. Yann regarda Héloïse. Son visage était blanc. « On ne peut pas aller là-dedans en barque, dit-il. Le courant est trop fort après le pont. » Héloïse ne répondit pas. Elle tourna la tête vers la colline. Là-haut, à la limite de la lumière, une silhouette se tenait immobile au bord de l'eau. Brume. La chienne attendait, les oreilles dressées, le corps ramassé sur ses pattes. Héloïse la regarda une seconde, puis elle porta 2 doigts à sa bouche et siffla. Un sifflement court et aigu que la chienne connaissait depuis des années. Un ordre appris dans un autre pays, dans une autre vie. Brume n'attendit pas la fin du sifflement. Elle était déjà en mouvement quand le son atteignit l'eau. La chienne dévala la pente boueuse en 3 foulées et entra dans le courant sans une hésitation, sans un ralentissement, comme si la frontière entre la terre et l'eau n'existait pas. Son corps disparut presque immédiatement dans le noir. La surface de la crue se referma sur elle et il ne resta plus rien. Pas un bruit, pas une forme. Juste l'eau noire qui continuait de passer. Héloïse tenait la lampe braquée sur le courant. Le faisceau tremblait légèrement dans sa main, la seule trace de ce qu'elle ressentait. À côté d'elle, dans la barque, Yann avait cessé de ramer. Il regardait l'eau sans bouger, la bouche entr'ouverte. En amont, la voix de Madeleine continuait d'appeler Léonie, mais le cri s'était transformé en quelque chose de plus bas, de plus rauque. Le son d'une gorge qui n'a plus la force de hurler. 3 secondes. 5, 10. Le temps se distordit comme il le fait dans les moments où tout dépend de ce qui va suivre. Héloïse compta sans s'en rendre compte. Un réflexe de médecin de combat qui mesure le temps d'apnée, le temps avant l'arrêt cardiaque, le temps qu'il reste avant que ça ne serve plus à rien. La lampe balayait la surface de gauche à droite dans un arc régulier. Branches, débris, eau brune. Pas de chienne, pas d'enfant. 15 secondes. 20. Yann murmura quelque chose qu'Héloïse n'entendit pas.
elle ne l'écoutait pas. Toute son attention était dans le faisceau de lumière, dans l'eau, dans le bruit du courant qui couvrait tout le reste. Elle connaissait Brume. Elle connaissait ses capacités, sa force de nage, son endurance. Mais le courant était violent et l'eau était à 6 degrés, et la chienne cherchait une enfant de 6 ans dans l'obscurité totale. Le doute s'installa dans sa poitrine comme une pierre froide. Elle le repoussa. Pas maintenant. 30 secondes. Puis un bruit. Un son bref, à peine audible en aval du pont. Un jappement étouffé. Héloïse pivota la lampe. Le faisceau accrocha d'abord le pilier du pont, puis la masse d'eau qui s'engouffrait entre les arches, puis une forme. À 20 mètres en aval, là où le courant ralentissait légèrement en s'étalant sur la rive gauche, un arbre couché barrait une partie du passage. Ses branches basses trempaient dans l'eau comme des doigts. Et agrippée à l'une de ses branches, à moitié immergée, une petite forme blanche. Le pyjama de Léonie. L'enfant tenait la branche à 2 mains, la tête à peine hors de l'eau, les yeux fermés. Elle ne criait pas. Elle ne bougeait pas. Elle tenait, c'est tout, avec la force aveugle d'un corps qui refuse de lâcher. Et derrière elle, nageant contre le courant avec une puissance que la fatigue n'avait pas encore entamée, Brume. La chienne atteignit l'arbre, se hissa à demi sur une branche immergée et saisit le col du pyjama de Léonie entre ses mâchoires. Le tissu se tendit. L'enfant glissa de la branche et pendant un instant atroce, son visage passa sous l'eau. Puis Brume tira. Elle tira avec le cou, les épaules, les pattes arrière qui battèrent le courant. Elle tira la petite fille hors des branches, hors du passage principal, vers le bord, vers la rive gauche où la pente remontait vers la colline. Héloïse sauta de la barque. L'eau lui arriva à mi-cuisse et le froid fut comme un coup de poing, mais elle avança, les bras tendus vers la forme qui émergeait du courant. Brume sortit de l'eau la première. La chienne tirait toujours Léonie par le col, la tête haute, les pattes plantées dans la boue. Elle marchait avec la détermination mécanique d'un animal qui a reçu un ordre et qui ne s'arrêtera pas avant de l'avoir exécuté. Puis sa patte avant droite se posa sur quelque chose dans la boue. Un objet métallique, un morceau de tôle arraché à une voiture ou à une clôture, impossible à voir dans le noir. La lame entra dans le coussinet et remonta sur plusieurs centimètres. Brume ne cria pas. Son corps tressaillit une seule fois, sa foulée se brisa, et elle continua à marcher sur 3 pattes en boitant lourdement, la mâchoire toujours serrée sur le col du pyjama. Elle déposa Léonie au pied d'Héloïse. Pas à côté. Au pied, avec la précision d'un geste appris et répété. Puis la chienne s'assit dans la boue et leva sa patte blessée. Le sang coulait abondamment, noir dans la lumière de la lampe frontale, se mêlant à l'eau boueuse. Héloïse prit l'enfant dans ses bras. Léonie toussa, cracha de l'eau et se mit à pleurer. Un pleur faible, tremblant, mais un pleur vivant. Héloïse la serra contre sa poitrine et sentit le petit cœur battre contre le sien, rapide, affolé, mais régulier. Vivante. Elle regarda Brume. La chienne la fixait de ses yeux ambrés, assise dans la boue sanglante, la patte levée, la gueule ouverte. Sa queue battit une seule fois contre le sol. Héloïse s'agenouilla à côté d'elle, Léonie toujours dans les bras, et posa son front contre le crâne mouillé de la chienne. Elle ne dit rien. Il n'y avait rien à dire que Brume ne sache déjà. 32 personnes. Héloïse les compta 2 fois pour être sûre. 32 personnes, entassées dans une pièce de 40 mètres carrés, trempées, tremblantes, certaines en pyjama, d'autres pieds nus, toutes portant sur le visage la même expression de stupeur muette. La maison sur pilotis craquait doucement sous le poids inhabituel, mais tenait bon. En dessous, l'eau passait librement entre les piliers, avec un clapotis régulier, exactement comme Héloïse l'avait prévu. Le plancher était sec, les murs étaient secs, le poêle brûlait. Héloïse posa Léonie sur le lit et l'enveloppa dans une couverture de survie. La petite avait cessé de pleurer, mais ses lèvres étaient bleues et ses mains glacées. Héloïse lui frictionna les bras et les jambes
avec des gestes rapides et précis, surveillant la couleur de la peau, le rythme de la respiration. Quand Madeleine entra dans la pièce, ramenée par Yann lors du dernier trajet en barque, elle se jeta sur l'enfant avec un cri qui n'avait plus rien d'humain. Elle serra Léonie contre elle et ne la lâcha plus de toute la nuit. Puis Héloïse prit le contrôle. Sa voix changea. Ce n'était plus la voix de la femme taciturne qui achetait ses vices sans dire bonjour. C'était une voix de commandement, basse, nette, habituée à se faire obéir dans le chaos. Les couvertures sont dans le coffre sous le banc. Chacun en prend une et la passe à son voisin. L'eau chaude est dans la bouilloire sur le poêle. Les tasses sont sur l'étagère du haut. Personne ne boit l'eau du robinet, on utilise les jerrycans. Les blessés viennent vers moi. Les autres s'assoient le long du mur et ne bougent pas. Personne ne discuta. Personne ne posa de questions. Les gens obéirent avec la docilité instinctive de ceux qui reconnaissent une autorité réelle. Héloïse examina chaque personne. Des hypothermies légères, des coupures, des contusions, un poignet foulé, rien de grave. Elle nettoya les plaies, distribua du paracétamol et vérifia les extrémités de chacun pour détecter les signes de gelure. Puis, elle organisa les tours de garde. Yann et 2 hommes en premier. Surveiller le niveau de l'eau sur les piliers, alimenter le poêle, garder un œil sur les enfants. Quand tout le monde fut installé, elle s'occupa de Brume. La chienne s'était couchée près de la porte sans faire un bruit. Sa patte avant droite laissait une traînée de sang diluée sur le plancher. Héloïse s'assit par terre à côté d'elle, ouvrit la trousse médicale et prit la patte blessée dans ses mains. La coupure était profonde, nette. Le métal avait tranché le coussinet sur toute la largeur. Brume gémit une fois quand Héloïse nettoya la plaie au sérum physiologique, puis ne bougea plus. Elle posa son museau sur le genou d'Héloïse et la regarda travailler. Quand Héloïse enroula la bande autour de la patte, la chienne lui lécha la main. Un coup de langue lent, délibéré. Héloïse serra les lèvres et continua de bander sans lever les yeux, parce que si elle croisait le regard de Brume à cet instant, elle savait qu'elle ne pourrait plus maintenir le calme dont tous ces gens avaient besoin. Dans le coin le plus éloigné de la pièce, Gérard était assis contre le mur, une couverture sur les épaules. Il ne parlait pas. Il ne regardait personne. Ses yeux faisaient le tour de la pièce lentement, s'arrêtant sur chaque détail. Les étagères de conserve, les jerrycans alignés, le système de ventilation, les volets intérieurs verrouillés, la citerne sur le toit dont on entendait le goutte-à-goutte régulier. Chaque chose qu'il avait moquée depuis des mois était là, à sa place, en train de fonctionner exactement comme elle avait été conçue. La folle au pilotis avait construit le seul endroit habitable de la vallée. Gérard baissa la tête et regarda ses propres mains posées sur ses genoux. Elles tremblaient encore. La première nuit fut longue. Les gens dormiraient par intermittence, serrés les uns contre les autres sur le sol, sur le lit, contre les murs. Des enfants pleuraient par moments puis se rendormaient. Le poêle ronflait doucement. L'eau en dessous continuait de circuler entre les piliers avec un murmure constant qui finit par devenir un bruit de fond presque rassurant. Héloïse ne dormit pas. Elle resta assise près de la porte avec Brume couchée contre elle, la patte bandée posée délicatement sur le côté. Le deuxième jour, l'eau commença à baisser. Le mouvement fut lent, presque imperceptible au début. Héloïse le mesura sur les piliers, 1 centimètre par heure, puis 2, puis 5. En fin de matinée, les premières crêtes de boue apparurent dans la rue principale. Les toits des voitures émergèrent comme des dos de baleine. La Durance rentrait dans son lit, lentement, sans excuse. Les hélicoptères arrivèrent le 2e matin. 2 appareils de la sécurité civile surgirent au-dessus de la crête à 9 heures. Le battement des pales secoua l'air de la vallée, et les gens sortirent sur la terrasse de la maison pour les regarder. Certains pleurèrent, d'autres agitèrent les bras. Les secouristes descendirent en rappel et commencèrent l'évaluation. L'un d'eux monta jusqu'à la maison sur pilotis, regarda la structure, les réserves, les 32 personnes en vie, et demanda qui avait organisé tout cela. Yann désigna Héloïse du Menton. Elle était debout sur la terrasse, Brume assise à côté d'elle, la patte bandée,
le regard tourné vers la vallée dévastée. Le secouriste la regarda un moment. « Vous êtes militaire ?» demanda-t-il. Héloïse ne répondit pas tout de suite. Brume leva la tête vers elle. « Je l'ai été, dit-elle. » Quand l'eau se retira complètement, Saint-Véran ressemblait à un mot qu'on aurait essayé d'effacer sans y parvenir tout à fait. Les façades estirent debout mais marquées d'une ligne brune à hauteur de poitrine, la trace exacte de ce que la rivière avait pris. La boue recouvrait tout. Les rues, les jardins, les intérieurs des maisons dont les portes étaient restées ouvertes. Des meubles gisaient sur les trottoirs comme des animaux échoués. La terrasse du refuge avait disparu. Le pont de pierre tenait encore, mais ses parapets avaient été arrachés et les arches portaient des cicatrices profondes dans la pierre. L'odeur était celle de la vase, de l'eau stagnante, du bois pourri. Mais personne n'était mort. 32 personnes étaient montées sur la colline cette nuit-là, et 32 personnes en étaient redescendues vivantes. Les secouristes qui inspectèrent le village dans les jours suivants répétèrent le même mot dans chacun de leurs rapports. Miraculeux. Aucune perte humaine dans une crue de cette ampleur. C'était sans précédent dans les Alpes du Sud. Le 3e jour après la décrue, les habitants se rassemblèrent tard sur la place du village. Il n'y avait plus de chaises, plus de terrasses, plus de guirlandes. Les gens se tenaient debout dans la boue, en bottes et en vestes prêtées par la Croix-Rouge. Certains portaient encore les couvertures de survie d'Héloïse sur les épaules. Le soleil était revenu, presque indécent dans sa douceur après ce qui s'était passé. Héloïse était là aussi, un peu à l'écart comme toujours. Brume assise à côté d'elle avec sa patte bandée de propre. La chienne ne boitait presque plus, mais elle gardait la patte légèrement soulevée, par précaution ou par habitude. Gérard traversa la place. Il marchait lentement, pas avec l'assurance de l'homme qui tenait le comptoir du refuge, et remplissait les silences avec sa voix, mais avec le pas hésitant de quelqu'un qui sait qu'il doit dire quelque chose, et qui ne sait pas si les mots suffiront. Il s'arrêta devant Héloïse. Les gens autour se turent. Gérard la regarda. Ses yeux étaient rouges, de fatigue ou d'autre chose. Il ouvrit la bouche, la referma, puis parla. « Je vous ai appelé la folle au pilotis. » Sa voix était plus basse que d'habitude, dépouillée de tout effet. « J'ai ri de votre maison. J'ai ri de vos réserves. J'ai ri devant tout le monde, et tout le monde a ri avec moi. » Héloïse ne dit rien. Elle le laissa finir. « Et puis cette nuit-là, c'est chez vous que je suis venu. Debout sur mon comptoir dans un mètre d'eau, c'est votre lumière que j'ai regardée. » Il marqua une pause. « Je suis désolé. » Le silence dura quelques secondes. Héloïse le regarda sans hostilité, sans triomphe, sans rien d'autre que le calme de quelqu'un qui n'a jamais construit pour prouver quoi que ce soit. Puis elle répondit. « On ne se prépare pas parce qu'on a peur, Gérard. On se prépare pour pouvoir sauver quelqu'un d'autre. » Gérard hocha la tête. Il tendit la main. Elle la serra. La reconstruction prit 2 ans. Le village fut rebâti maison par maison, avec des fondations rehaussées, des systèmes de drainage, des plans d'évacuation. La préfecture envoya des ingénieurs qui étudièrent dans la maison sur pilotis et rédigèrent un rapport de 40 pages. Le système fut baptisé « Abri marchand ». En 3 ans, 14 communes des Alpes du Sud l'adoptèrent comme modèle de refuge communal. Le nom fit sourire Héloïse quand elle l'apprit. Elle ne commenta pas. Les années passèrent avec la patience des montagnes. Héloïse resta sur la colline. La maison ne changea pas beaucoup. Un auvent en plus, un potager sur la pente sud, une clôture pour les 2 chèvres qu'Agnès lui offrit à Noël. La boulangère continuait de monter chaque semaine avec du pain et une tarte selon la saison, et les 2 femmes s'asseyaient sur la terrasse sans éprouver le besoin de meubler le silence. En bas, le village vivait. Gérard rouvrit le refuge avec une salle refaite à neuf et une photo encadrée derrière le comptoir. Brume sortant de l'eau, avec Léonie dans la gueule, prise par Yann avec son téléphone trempé cette nuit-là. Floue, granuleuse, irremplaçable. Brume vieillit comme vieillissent les chiens qui ont beaucoup donné. Son museau blanchi, sa démarche ralentie.
Elle montait les marches de la terrasse avec plus de prudence et dormait davantage au soleil. Mais ses yeux restaient les mêmes, ambrés, vigilants, tournés vers la rivière. Un matin de septembre, une voiture s'arrêta au pied de la colline. Une jeune femme en sortit. Elle avait les cheveux noirs noués en une tresse épaisse, un sac à dos sur l'épaule, et dans les yeux quelque chose de familier qu'Héloïse reconnut avant même de voir le visage. Léonie monta le sentier à grandes enjambées. Elle avait 22 ans maintenant, elle étudiait l'hydrologie à Grenoble, et elle portait au poignet un bracelet tressé que Madeleine lui avait donné le jour de ses 18 ans. Quand elle atteignit la terrasse, Brume se leva lentement de sa couverture et vint poser le museau contre sa main. Léonie s'accroupit et prit la tête de la chienne entre ses paumes. Elles se regardèrent un long moment, la jeune femme et la vieille chienne, liées par une nuit dont l'une se souvenait et l'autre non. Héloïse les observa depuis le seuil. Elle ne dit rien. Elle sourit. Sur la rive reconstruite de la Durance, à l'entrée du village, les promeneurs passaient chaque jour devant une statue en bronze. Une chienne aux oreilles dressées, le corps tendu vers l'avant, le regard orienté vers la rivière. La posture exacte de Brume quand elle écoutait l'eau. Sur le socle, une plaque simple portait 5 mots. À celle qui savait écouter l'eau.